Salut à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur Hors Zone, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Avec ce podcast, j'interviewe des personnes qui, dans leur vie quotidienne, dans leurs projets, ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif ici est de décortiquer leur cheminement de pensée, de comprendre ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Maître Maryse Copette. Bonjour Maryse, comment vas-tu ? Bonjour Jude, écoute, je vais très bien, merci. Super, je te remercie beaucoup de m'accorder cette petite heure pour ce podcast. Donc je suis très content de te recevoir. Donc toi Maryse, tu es donc avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée en droit de la concurrence et en affaires européennes, je crois, voilà. Tu es aussi lobbyiste à la commission, tu es chef d'entreprise, puisque tu as créé une société qui s'appelle Caribsat, qui est donc le premier opérateur par satellite de la Caraïbe à offrir une connexion Internet haut débit à tout le territoire, donc des Antilles et de la Guyane, c'est ça, hein. Tu as aussi créé une association qui s'appelle Mouvement Outre-mer, et qui est donc un lobby citoyen, tel que tu l'appelles de tes vœux. Tu as été speakerine au TEDx de Pointe-à-Pitre en 2018. Je sais que tu es membre également d'autres commissions et de projets. Enfin voilà, donc vraiment, c'est un gros parcours que tu as là. Côté études, tu as fait la fac de Lille, tu as fait la fac de Bruxelles, la fac de Londres, et tu as enfin terminé par l'ENA. Et tu es guadeloupéenne. Donc c'est un sacré parcours que tu as là. Et justement, tout ça, moi, ça m'intéresse énormément de connaître ton parcours, de connaître comment tu as fait pour en arriver jusque-là, pour justement arriver à faire tout ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour compléter ta description ? Pour compléter ma description, je dirais que je suis déléguée du CREFOM, donc du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Donc je suis la déléguée en Guadeloupe du CREFOM et je suis chargée aussi de faire remonter à Bruxelles toutes les doléances des différents CREFOM de France. Il y en a plusieurs, les CREFOM en France. Oui, d'accord. Ok. Et je suis agricultrice. Oui, c'est vrai. Je suis agricultrice bio et j'y tiens énormément parce que ça, c'est l'avenir. Oui. Et ça complète, voilà. Ça fait un parcours. D'accord. Ok. Alors, du coup, la première question sera, tu vas voir que c'est tout à fait dans le thème. Tout simplement, la zone de confort. Qu'est-ce que ça t'évoque ? La zone de confort, ça m'évoque le risque en fait, hein, parce que dès qu'on parle de zone de confort, c'est qu'on la met en opposition avec la zone d'inconfort. Ouais. Et si je dois parler de maintenant, pourquoi j'ai quitté ma zone de confort, donc pourquoi je milite aujourd'hui autant que je le fais, pourquoi je sors un peu de l'ombre, c'est par rapport à une situation environnementale de l'outre-mer qui me préoccupe. D'accord, ok. Ok, très bien. Et donc toi, est-ce que tu penses qu'il faut quitter cette zone de confort absolument, ou parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi dire, non, ma zone de confort, elle est bien, je suis bien dedans. Au contraire, ça me permet de me spécialiser peut-être, d'aller plus loin dans ce que je sais faire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir de sa zone de confort pour réussir sa vie, quoi ? Mais moi, ça a été un appel vital, en fait. J'ai dû quitter ma zone de confort parce que, effectivement, je suis originaire de la Guadeloupe, mais j'ai vécu dès l'âge de 17 ans à Bruxelles, Londres et ailleurs. Et en tant que lobbyiste, je ne m'occupais pas des affaires de l'outre-mer. Et c'est un jour la Commission européenne qui m'a interpellée. Et puis, en fait, je suis arrivée à une conclusion très simple. Si ce n'était pas maintenant, c'était quand ? Et si ce n'est pas moi, c'est qui ? Parce que le cœur de mon activité, qui est de défendre les intérêts d'entreprises ou de citoyens devant les institutions européennes, ça, c'est mon cœur de métier. Donc, je me dis, je suis avocate à Bruxelles, spécialisée en droit européen, lobbyiste en charge de la défense des intérêts de citoyens et d'entreprises. Et là, j'ai un constat, mais je vous dis, ça m'a fait froid dans le dos. Un jour, je me suis rendu compte que rien n'était fait pour défendre nos populations d'outre-mer. Alors, vous imaginez, vous dites, mais finalement, moi, j'ai eu une école gratuite, je suis française, merci la République. Mes parents ont contribué aussi à ce développement. Mais il faut que j'intervienne parce que sinon, ces populations seront condamnées. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour affronter ce challenge. Alors, c'est vrai que
de Bruxelles, on ne voit jamais ces populations. Quand on parle de l'outre-mer, alors l'outre-mer, ça fait de la France la 3e puissance économique mondiale avec des zones de pêche extraordinaires. Enfin, nous avons des territoires ultramarins, mais qui ne pèsent absolument pas. Ces territoires sont inexistants et ces populations sont totalement oubliées du processus législatif européen. Rappelons une chose, c'est que le droit européen est un droit supranational. Ouais. Donc, si ces populations ne font pas valoir leurs droits à Bruxelles, elles n'existent pas finalement. Elles n'existent pas dans les programmes européens et puis elles sont la proie de lobbies parce que les lobbies sont là. Ouais. Ouais, et puis j'ai vu beaucoup de vidéos où tu disais que effectivement à Bruxelles, ils ont l'impression qu'il n'y a que des planteurs de cannes. Et que, alors je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, c'est un peu la métaphore que tu prenais dans quelques vidéos que j'ai vues de toi. Absolument. Moi, je vois que quand dans les budgets et dans les dossiers de subventions et d'aide d'État, dernièrement, le dernier dossier d'aide d'État qui m'est passé sous les yeux, c'est 38 millions d'euros pour une des sucreries. Et toutes les aides et toutes les subventions, la plupart, sont liées au fait qu'on croit pertinemment, enfin les gens sont persuadés que nous sommes dans la canne et la banane. Et lors de ce sommet européen, je disais aux États membres, mais est-ce que vous croyez que nos enfants veulent couper de la canne ? Est-ce que vos enfants ont pour ambition de couper de la canne ? Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que l'avenir de nos enfants. Je dis donc arrêtez de penser cela. Et si vous ne mettez pas le doigt sur ce genre de choses, si nous n'entendons pas de la bouche de quelqu'un qui a la couleur et la bonne couleur, ils ne peuvent pas le croire. Vous savez, il y a toujours eu une appropriation dans ces territoires du pouvoir par une économie coloniale. Il ne faut pas se voiler la face. L'histoire fait que nous sommes des colonies. Et on ne peut pas non plus tout renier. Moi, je suis très contente d'avoir l'école payée par la France. Je suis très contente d'avoir un système de sécurité sociale. Mais vous savez, le pouvoir dans la vie, personne ne vous le donne. Le pouvoir, il se prend. Si vous voulez qu'on vous respecte, soyez là où on discute et on négocie en votre nom. Si vous avez tendance à tout déléguer, eh bien, vous êtes infantilisé. Bon, alors, bon. On a démarré très fort. Juste, comme d'habitude, pour ce podcast, je chapitre en fait. J'essaie de chapitrer un peu la discussion. Donc, même si, bon, c'est pas forcément aussi... il y a quand même des filtres. Il n'y a pas un chapitre 1, chapitre 2, etc. Mais bon, j'essaie quand même de le faire. Donc là, nous allons, si tu le permets, aborder le chapitre « Femme de l'ombre ». Je l'ai appelé femme de l'ombre. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail de lobbyiste ? Parce qu'on entend ce terme. Alors, moi, j'ai mon image du lobbyiste, j'ai mon idée du lobbyiste. Quand j'ai fait mon école de commerce, j'avais d'ailleurs une spécialité qui me dirigeait vers ça. J'y ai fortement pensé, ça m'intéressait pas mal. Au final, j'ai pris le truc que je considérais où il y avait potentiellement le plus de boulot, où ça rapporte un peu plus, digital. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est voilà. En quoi consiste ton activité de lobbyiste ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que le mot lobbyiste en France a une connotation péjorative. Très. Et c'est incroyable parce que je trouve qu'en France, on a l'art de faire les choses mais sans vouloir mettre des mots sur ce que l'on fait. Alors que le lobbying est une activité tout à fait légale et qui est excessivement importante. Parce que ce sont des activités que l'on retrouve plutôt aux États-Unis et à Bruxelles parce que qui dit lobbying dit pouvoir d'influence. Pouvoir d'influence auprès de législateurs, auprès d'organisateurs de programmes, mais pour une raison très simple. Alors, en quoi consiste mon métier ? Mon métier consiste à analyser et à d'abord, j'identifie une cible que je vais protéger. Donc, ce sont mes clients, que ce soit des industriels, que ce soit des associations, et qui ont une problématique à résoudre. Et je vais résoudre cette problématique au niveau communautaire, au niveau européen. Mais c'est à leur demande ou c'est toi qui décides de les défendre ? Enfin, comment ça se passe ? Ce sont des entreprises qui me sollicitent. Qui se sollicitent, ok. Voilà, j'ai des conventions, des contrats avec des entreprises et qui me sollicitent parce qu'elles ont besoin d'obtenir des résultats, elles veulent certaines réformes, ou bien il y a des réformes qui sont en cours et on ne les a pas sollicitées, donc elles veulent être entendues. Ouais,
Ok. Donc, moi, j'ai la particularité d'être avocate et d'être lobbyiste, parce que vous n'êtes pas forcément avocat. Comme Ok. tu l'as si bien Ouais. dit, tu as failli, toi, faire du lobbying. Ouais. Voilà. Moi, Ouais. je suis avocate, donc en plus d'avoir ce pouvoir d'influence, j'ai un pouvoir d'influence à travers les procédures d'infraction, donc les plaintes que je vais porter devant les institutions européennes, que ce soit devant la Cour de justice ou bien les différentes directions de la Commission européenne, pour obtenir gain de cause pour le compte de mes clients. Je m'explique. J'ai par exemple fait une action de lobbying, j'en fais pour des entreprises, qu'elles soient françaises, étrangères, ou des associations, qu'elles soient françaises, étrangères, ou des secteurs d'activité représentés en association. Je donne un exemple de lobbying que j'ai mené qui a marqué la France quand j'ai demandé l'ouverture du capital des laboratoires d'analyse au secteur financier. Okay. Là, on avait une législation française qui s'opposait au regroupement des laboratoires d'analyse, alors que dans l'Union européenne et tous les États membres, on arrivait à un phénomène de regroupement en disant ce sont des métiers. Et on est au cœur du sujet avec le Covid aujourd'hui. On est au cœur du sujet. C'est de dire il faut avoir, par exemple, dans le secteur des laboratoires, plus de moyens, plus d'argent. Comment le faire en France ? Eh bien, il a fallu que je porte plainte contre la France, contre, en fait, ce que j'ai fait, c'est contre l'Ordre national des pharmaciens. Ouais. Donc là, j'ai porté plainte parce qu'il y avait pour moi un groupe qui bloquait l'entrée au capital dans des groupements de laboratoires. Et ça s'est traduit par une saisie des centres de gendarmerie à l'Ordre national des pharmaciens de France, réveillée à 5 heures du matin, saisie du bâtiment de l'Ordre national des pharmaciens et imposée à la France de modifier sa législation. Voilà, par exemple, des actions de lobbying. Aujourd'hui, je crée une jurisprudence et donc les étudiants en droit européen étudient cela. Donc les ordres professionnels sont des associations d'entreprises passibles de condamnation en droit de la concurrence. Ouais. Donc, là, j'ai donné l'exemple d'une action de lobbying couplée à une procédure judiciaire devant les institutions européennes qui ont permis à mon client, là pour le citer, l'APCO, à gagner et à devenir voilà, le premier groupement européen d'analyse médicale. Ok. Parce qu'en fait, du coup, c'est une illustration de mon métier. Ouais, mais c'est super. C'est très bien parce qu'on comprend tout à fait ce que c'est. Il faut bien imaginer les choses. Voilà. Et du coup, oui, parce qu'il me semble que le droit européen, alors, excuse-moi la comparaison, mais c'est un peu comme le droit administratif, je crois, où il n'y a pas de corps. Donc c'est que de la jurisprudence, en fait, c'est la jurisprudence qui crée le droit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons des règles. Nous avons les règles du traité. Donc, ce sont. Oui, il y a les traités européens. C'est comme si on avait un code civil. Nous avons des règles de fonctionnement. Ouais. Donc, la libre circulation des personnes, des marchandises, la liberté d'établissement. Et à partir du moment où il y a une infraction à ces règles, on peut saisir les institutions européennes pour autant qu'il y ait un caractère international, enfin, entre États membres, ou bien que la mesure vise l'entièreté d'un territoire et qu'elle bloque l'entrée d'un acteur européen sur un autre territoire. Ok. Mais du coup, moi, ma question, c'est... Et bien sûr, la jurisprudence est continue régulièrement et c'est généralement... c'est vrai, Jude, tu mets l'accent sur un point que c'est vrai que le droit communautaire est en perpétuelle évolution et que c'est quand on a plusieurs procédures d'infraction qu'à un moment, on se dit on va rédiger un règlement, une directive. Parce qu'à ce moment-là, la Cour, elle en a assez de publier des décisions et on prend un texte qui va s'appliquer à tous les États membres. Ok, je comprends. Quand on a vu le commerce, quand on a vu Internet arriver, par exemple, moi je suis d'une génération où l'Internet n'existait pas quand j'ai fait mes études de droit. Il a fallu légiférer, il a fallu adopter des directives, la directive du commerce électronique, par exemple, qui est arrivée. Et donc, on a des textes qui sont en perpétuelle mutation parce qu'il faut pouvoir légiférer vite et surtout, on impacte aujourd'hui 27 États membres. Ouais. Et voire plus, parce que tu parles de la directive au niveau de l'Internet. Moi, dans mon domaine, on parle beaucoup de RGPD. Les RGPD, c'est un règlement européen, donc règlement général pour la protection des données, sauf que ça impacte absolument tous les acteurs du web au niveau mondial, donc, puisque les acteurs américains doivent s'y conformer aussi pour toucher le territoire européen. C'est la force de l'Europe. On sous-estime la puissance et l'impact de l'Union européenne. Une fois que nous avons un règlement, en comparaison par exemple une directive, un règlement, il est publié, il s'applique à tous les États. Et ça, c'est un corpus législatif qui fait que nous sommes forts tous ensemble. Et pour revenir à nos territoires, il est essentiel que nous soyons sur ces sujets-là. Parce que comme tu le dis si bien, Jude, ce qui va s'appliquer dans un règlement européen, il est applicable à tous. Donc, il faut être à la table des négociations. Et mon métier,
c'est de mettre les acteurs à la table de négociation. Parce que vous voyez, quand vous avez un règlement qui est en cours d'adoption, il faut que les acteurs qui soient sur ces sujets-là, quelle que soit leur taille, puissent être autour de la table de négociation. Ouais. Alors évidemment, les multinationales payent des lobbyistes des fortunes par an parce que la législation est en mutation perpétuelle, mais les acteurs qui sont de taille moins importante doivent aussi aller s'intéresser à ces sujets-là. Ouais. Sinon, ils les subissent. Mais du coup, comment moi, petit artisan, dans ma petite ville de Petit Canal, je suis peut-être même à la limite affilié à la FTPE, donc la Fédération des très petites entreprises, même si bon, j'ai mes copains qui sont aussi à la FTPE comme moi, mais ok, comment je fais pour arriver à toucher quelqu'un comme toi qui va défendre mes droits jusqu'à Bruxelles? Parce que j'ai pas les moyens de te payer, moi. Mais Jude, tu as de la chance avec la FTPE. Alan Nagam est venu à Bruxelles. Ah ouais, d'accord. Alan est venu à Bruxelles, la FTPE, parce que j'ai sensibilisé un jour, mais toujours à la demande de la Commission, qui me dit, mais faites venir des acteurs. Donc j'ai fait venir des maires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Et j'ai eu la FTPE aussi, qui est venue, les sociétés aussi de mix d'énergie qui sont venues voir ce qu'était Bruxelles et ont vu tout le potentiel de Bruxelles. On a fait une réunion à l'ambassade de France auprès de l'Union européenne, à l'ARP, puisque moi j'étais présidente à l'époque du lobby de l'énergie, de l'aménagement du territoire et du transport, mais à l'échelon européen. Ouais. Et donc, j'ai fait venir des acteurs parce que je pense qu'il est de mon devoir, par mon métier, de faire venir ceux qui représentent des socioprofessionnels, donc qui n'ont pas accès à des lobbyistes à Bruxelles, de les faire venir et de dire attention, je les interpelle. Mais j'ai créé pour ça le MOM. Ouais, c'est super transition. Super transition, parce que je voulais t'en parler, évidemment. Notamment, je crois que tu en as parlé dans le TEDx, je crois, et en tout cas, tu en parles beaucoup de ce lobby citoyen. Alors moi, j'adore ce truc, je suis totalement fan. Je crois d'ailleurs que j'avais fait, quand j'étais à Paris, j'avais participé à une action citoyenne au niveau de la ville pour faire des propositions, enfin des trucs comme ça. En gros, qu'est-ce que le lobby citoyen? Parce que moi, l'image que j'ai du lobby citoyen, c'est en gros, on se rassemble en tant que citoyen pour envoyer des emails et appeler les parlementaires pour qu'ils puissent faire passer nos propositions au bon moment, et voilà. Est-ce que c'est ça le lobby citoyen? Jude, je rappelle toujours qu'en politique, l'intérêt de politique, c'est de se faire élire. Ouais. Le lobby citoyen, ce n'est pas ça. Le lobby citoyen, c'est de défendre l'intérêt du citoyen. D'accord. Donc, la différence entre le lobbying citoyen et l'usage des politiques, ça n'a rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, le citoyen a compris ça. Alors, le lobby citoyen, c'est la prise du pouvoir par le citoyen sur les sujets qui le concernent. Je vais donner un exemple très simple. Si on prend la protection de l'environnement, aujourd'hui, on a beaucoup de... Je vais donner un exemple qui nous parle à nous, la chlordécone. Donc, on a des problématiques environnementales. Donc, le citoyen, il se dit, j'ai pas envie de laisser à mes enfants une planète polluée. J'ai pas envie de continuer à avoir les déchets rejetés en mer et tout. Et j'ai envie de m'intéresser à l'avenir de mon territoire. On va prendre la Guadeloupe. J'ai envie de m'intéresser à l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique, de ce qui est important pour moi, c'est mon cadre de vie. Et donc, du coup, le lobby citoyen, c'est de s'intéresser à ce qui est important pour le citoyen et de porter ces sujets alors moi, devant les institutions européennes. Pourquoi? Les gens ne savent pas que la Commission européenne, chaque fois qu'elle adopte un texte, elle appelle la société civile. Donc, nous avons des consultations, mais j'en ai au moins 3 par mois sur les sujets qui intéressent l'outre-mer, où la Commission européenne demande aux citoyens de remplir un questionnaire et donc nous, ce sont les experts, les lobbyistes, nous sommes enregistrés sur une plateforme et nous pouvons faire remonter les problématiques des citoyens de façon à ce que quand un texte est adopté, on prenne en compte le citoyen. Je vais donner un exemple simple. La commission Vestager se dit on va... non, ce n'est pas Vestager, c'est notre présidente de la commission qui dit le cancer, la lutte contre le cancer va être la priorité du mandat de la Commission européenne. Donc la Commission a lancé
une consultation sur la problématique du cancer. Et elle a demandé aux citoyens dans quelle région vous habitez, quel type de cancer vous avez, voilà. Et tout un questionnaire a été publié par la commission pour demander à la population quelles étaient ses problématiques de santé. Parce que la santé est un sujet européen. Et donc, c'est ça le lobby citoyen. C'est de se dire, par exemple, nous, en Guadeloupe, nous avons la chlordécone, nous avons un taux d'incidence du cancer beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Le lobbying citoyen serait se dire, nous allons rechercher les moyens les plus adéquats pour nous soigner. Et la Commission européenne a mis en place un programme de lutte contre le cancer. Et donc, je vais y aller, je vais m'identifier. Donc, ça, c'est à travers une association telle que, par exemple, la mienne, Mouvement Outre-mer. Elle a pour fonction essentielle de représenter les intérêts des citoyens ou des petites entreprises auprès de l'Union européenne. Et c'est ça le lobbying citoyen. Le lobbying citoyen, c'est de s'emparer de ces problématiques qui sont propres, qui ne sont pas des problématiques politiques, pour son bien-être et de les porter devant les institutions européennes. Ça sert à ça, le lobbying. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour la lutte contre le cancer pour l'outre-mer ? Est-ce qu'on a demandé un budget à la Commission européenne ? Est-ce qu'on a identifié nos pathologies propres d'outre-mer ? Alors, je vais vous donner un exemple de lobbying citoyen, moi, qui sera important un jour de relever. On a une direction générale de la santé, la DG Sanco, à Bruxelles. Et il y a une problématique dont personne ne parle, sauf les Américains, c'est que nous, les populations métisses, les populations afro-africaines ou métisses de la Caraïbe, nous avons des pathologies qui sont différentes des populations blanches. Et nous avons des rejets, par exemple, de greffe, les problématiques d'anesthésie qui sont différents. C'est connu de tout le monde. Aux États-Unis, quand vous avez une prescription médicale, vous avez type caucasien, type noir, vous avez l'identité raciale, elle est claire. En France, c'est interdit de faire ça. Parce que, oh non, on serait taxé de raciste. Il y a un moment, il faut arrêter cette espèce de mascarade qui consiste à se dire on applique une politique raciale, mais on ne dit pas qu'elle est là. Alors que sur les vrais sujets qui nous préoccupent, il est important qu'on mette un mot devant des sujets importants tels que la santé. Par exemple, nous avons, les Américains ont identifié, parce que je travaille là-dessus avec l'université canadienne, les populations métisses vont avoir tendance à avoir beaucoup plus d'obésité. Sauf que les médicaments qui sont faits pour traiter pour la lutte contre l'obésité et les problématiques de glycémie, quand on a beaucoup de sucre dans le sang. Lipo, je sais pas. Ça me reviendra. Donc, on a une tendance ici à avoir un taux de sucre dans le sang trop élevé. Et dès que vous prenez des traitements pour lutter... Le diabète. Le diabète, merci. Vous savez, là, c'est... Voilà. Mais vous voyez, ça nous arrive à tous d'avoir des mots. Ils sont tellement en nous, c'est tellement banal chez nous, le diabète. C'est vrai. Et en fait, on a une propension beaucoup plus importante d'avoir le diabète dans des populations métisses. Mais les Américains se sont rendus compte que quand on prenait un traitement pour soigner le diabète, on avait des risques de maladies cardiovasculaires beaucoup plus importants. Donc, les gens qui ont le diabète vont mourir d'AVC. Sauf que le gouvernement américain a commandé une étude pour tout faire en sorte qu'on travaille sur un médicament qui tue moins ces populations. Parce qu'il y a un principe de responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce phénomène est connu, je ne le vois pas identifié pour nos territoires. Et ça, c'est un sujet de santé publique que j'aimerais faire remonter. La problématique du cancer, la problématique de la façon dont on pourrait mieux soigner le diabète. Voilà, donc ce sont là des sujets de lobbying citoyen et sur lesquels il faudra aller pour que nous, citoyens d'outre-mer, afro-caribéens et de toutes ces populations métissées, nous puissions mettre en avant et se battre pour notre devenir, parce qu'on a des vrais sujets. D'accord. Alors maintenant, je me demande du coup, est-ce que Mouvement Outre-mer, on a bien compris le rôle et l'action que tu fais, mais l'adhésion des gens. Parce que si tu veux, moi, je trouve que, moi par exemple, je crois que en tant que citoyen européen, on peut voter pour à la commission. Enfin, il y a les élections européennes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Les élections européennes, oui, on va élire des députés européens. Les députés européens. Mais en fait, ça paraît tellement loin de nous, et pourtant, tel que tu le dis, on a l'impression que c'est immédiat et qu'il faut aller voter, qu'il faut donner notre avis, il faut qu'on s'intéresse à tout ça. Moi, j'en ai voté pour l'instant que pour les présidentielles françaises. Je crois que j'ai peut-être voté pour autre chose, mais je ne me rappelle même pas. Tu vois.
Donc, comment on fait pour susciter l'adhésion des gens? Est-ce que le mouvement Outre-mer suscite l'adhésion des gens? Moi, je parle par exemple de, je sais pas moi, je me dis, mais pour faire ça, il aurait fallu avoir un bureau ouvert dans un quartier populaire quelque part, et pour expliquer aux gens exactement quel est l'impact de ces politiques sur eux, sur leur quotidien, et en quoi leur adhésion est importante. Mais là, tu vois, Jude, tu fais le lien entre le lobbying citoyen et la politique et tu les mélanges. C'est le Ah, risque, c'est les chemins qu'il ne faut pas prendre. ok. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens ne vont pas voter pour les élections européennes. Il Ouais. ne faut pas se voiler la face. Ouais. L'Europe a échoué. L'Europe a totalement échoué à communiquer sur ce qu'elle faisait. Ouais. Soyons clairs, et ce n'est pas la faute du citoyen aujourd'hui. Nous avons une technostructure très très compliquée. Pour travailler à Bruxelles, il faut parler au minimum 4 langues. J'en parle 5. Ouais. Donc, c'est Et puis, attends, mais des fois, on se dit, moi j'ai déjà entendu des gens se dire, ah bah attends, franchement, je me serais bien fait élire député européen, comme ça je touche mes 6 000 euros par mois, 18 000. 18 000 par mois, c'est un mandat de 6 ans, et comme ça, 6 ans tranquille, quoi. Mais tu vois, c'est un point intéressant parce que Ouais. c'est une vision française. On a eu l'habitude de nommer et d'avoir à des postes de députés européens des gens qui étaient des refoulés de l'espace politique national. C'est ça. Il faut bien comprendre Ben que oui. la vision qu'a la France des députés européens par rapport à celle des Allemands, les Allemands ne vont jamais avoir de députés européens qui n'ont pas de compétences en droit européen ou en politique européenne. Mhm. Aujourd'hui, nous, en France, on a des élus, pas tous, mais en tout cas, si on doit parler de la Guadeloupe, on a quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en politique européenne, en droit européen, et c'est pathétique. Et c'est pathétique parce qu'on a pu pâtir d'une vision très négative finalement de la Guadeloupe, même au niveau des institutions européennes, parce qu'à partir du moment où vous envoyez à la table des négociations des gens qui ne parlent pas anglais, des gens qui ne comprennent pas Ouais. les sujets, eh ben, ça donne tout le mépris qu'ensuite on a pour vous. On ne vous prend pas en considération après sur les grandes politiques européennes. Donc pour revenir à ta question, Mouvement Outre-mer a vocation à rassembler les entités qui se préoccupent de leur avenir et on va travailler avec des gens qui ont compris ce que c'était. L'objectif n'est pas de faire de la politique. Mhm. Attention, c'est apolitique. C'est de travailler, par exemple, avec la FTPE, c'est de travailler avec les agriculteurs, c'est de fédérer. Donc, je donne des conférences sur les sujets importants. J'appelle les gens à rejoindre l'association parce qu'on va travailler ensemble et on va travailler pour eux à travers l'association. Mais l'objet n'est pas d'avoir la France entière et qu'on parte dans tous les sens. Je suis canalisée autour du tourisme, de l'agriculture, de la santé et des sujets vraiment voilà, autour du lobbying citoyen et du développement durable. D'accord. Non, c'est génial parce que ça fait un écho avec ce qui s'est passé en Guadeloupe et qui continue à se passer encore aujourd'hui. Là, nous sommes le 1er mars, donc j'espère que le podcast devrait sortir assez rapidement, mais la semaine dernière, on a eu un blocage complet de l'île pendant 2 jours. Il y avait eu un rassemblement de 28 syndicats qui ont bloqué l'île. Alors bon, certains ont été convaincus par leur action, d'autres non. Mais moi, en fait, ça a coïncidé juste après quand j'ai écouté ton intervention sur Canal 10, et tout de suite, ils ont bloqué. Et en fait, le premier truc que je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, par rapport à ce que Maryse dit, les mecs qui bloquent, ils s'adressent à la mauvaise personne. Parce qu'ils s'adressent à la région Guadeloupe, ils s'adressent à des élus locaux. Et je me dis, mais ça se trouve, en fait, les gars, les élus locaux ne peuvent absolument rien pour eux. Et d'ailleurs, on a vu ça. Le préfet leur a dit, oui, mais moi, je ne peux pas faire ça pour vous. Il demandait qu'on supprime leurs trucs sociaux, là, les charges sociales. Donc, du coup, on leur a dit, mais non, il faut passer par une loi pour ça. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Il y a même le mec qui représentait le mouvement qui a dit oui, c'est pas normal que le ministre demande qu'on débloque. Oui, mais c'est le ministre et voilà. Donc qu'est-ce que Chalus pourra faire pour toi? Il pourra rien faire en fait. Donc du coup, voilà, je me dis mais ça se trouve en fait eux-mêmes n'ont pas, comme ils ne connaissent pas le fonctionnement des institutions, donc ils s'adressent à la mauvaise personne. Ça m'a frappé effectivement pendant le conflit, Jude, ce que tu dis là, parce que tu te rends compte que tu as un groupe de personnes
Alors, tu dis, il y a 28 syndicats, on attend la liste des syndicats. Moi, j'ai vu le document qui a été signé. J'ai vu un représentant d'un collectif. Ouais. Et puis, quand on regarde un peu partout, quand on a entendu Moon Guadeloupe, quand on voit tout ça, on se dit, mais quel était l'objectif poursuivi? Donc, on a bloqué la Guadeloupe. Des transporteurs ont bloqué la Guadeloupe pour demander la suppression des charges patronales et de ne plus avoir de limitation en fait, pour répondre à des appels d'offres. Bon, alors très clairement, ce n'est pas la compétence des élus. Les élus n'ont aucun pouvoir législatif. C'est ça, les élus n'ont aucun pouvoir sur Bercy, sur le budget. Bah et oui. puis après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est dans une problématique d'aide d'État. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait certains qui devraient payer leurs charges et d'autres pas. Donc, on a une problématique de droit de la concurrence, on a une problématique de marché public. Et là, on est dans un hors cadre législatif. Et le problème qu'a la Guadeloupe, et généralement dans les départements d'outre-mer, c'est qu'on a tellement pâti d'absence de cadre juridique que l'on a l'impression qu'on est dans le territoire du tout est possible. Ah oui, non, On a mais dans la en rue. Guadeloupe, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. En Guadeloupe. Voilà. Et il y a un moment, la population, elle dit, mais attends, il y en a qui ont besoin de travailler tous les jours, Ouais. Jude. Il y a des gens, ils ont besoin de travailler tous les jours. Et la plupart des gens ont La besoin plupart de des travailler gens, tous bah les oui. jours. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on bloque pour des problématiques qui n'impactent pas le citoyen, parce que moi, on aurait bloqué parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets, vous comprenez ? Il y a une problématique de chlordécone avec une population majeure, une pollution majeure des populations. Le sujet de la chlordécone n'est pas terminé. Vous savez que nous sommes impactés, c'est-à-dire que le règlement européen, la France a demandé que nous puissions avoir des taux de chlordécone qui sont encore aujourd'hui au double de ce que pourrait accepter n'importe quelle population. Ça veut dire au niveau des pesticides. Ouais, Les ouais. gens ne savent pas ça. Ouais. Mais c'est ce règlement, c'est sur des vrais sujets comme ça. Mais bon, pour revenir à une situation sociale, je pense que la Guadeloupe est à la croisée des chemins et que nos territoires d'outre-mer sont à la croisée des chemins parce qu'il y a un besoin de justice sociale. Et c'est vrai, ils ont bloqué les routes, mais ça participe au dysfonctionnement. Et si l'État ne comprend pas que cette population a besoin d'une justice concernant la chlordécone, a besoin d'un accompagnement de sa jeunesse, parce que en parlant de lobbying, je m'intéresse énormément au programme d'éducation et de formation de l'Union européenne. Je pense que je dois faire partie de ceux qui en font le plus sur l'île, avec la Commission européenne, des projets totalement subventionnés, parce que je veux susciter le développement de cette jeunesse et la tourner vers l'avenir. Donc, j'ai fait voyager des jeunes dans une Fab Lab. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une Fab Lab en Guadeloupe, mais la première Fab Lab que j'ai visitée, c'était il y a 5 ans, où j'ai emmené des Marie-Galantais au Portugal dans une Fab Lab pour susciter l'envie d'entreprendre. Ouais. Et ces programmes qui sont subventionnés à 100% par l'Union européenne sont très peu mis en place dans nos territoires. Or, chaque fois que je les mets, j'en fais, et j'en fais au moins 2 par an, et ce ne serait pas à moi seulement de les porter, ils sont acceptés par l'Union européenne. Et chaque fois, la Commission, l'agence européenne dit il y a un tel taux de chômage, il y a un tel décrochage des jeunes. Les jeunes, si tu permets, Jude, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mais je pense que l'avenir de cette jeunesse est très important. Il est très important de comprendre que nous sommes en France, certes de par ce programme éducatif, mais que la France est l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne dans le système éducatif, dans l'éducation. Et donc, je pense que nous sommes les derniers. Parce que qu'est-ce que l'éducation ? C'est la capacité à vivre avec ce qu'on a appris ou avec ce que l'on sait faire. Ouais. Donc, je dis qu'on est beaucoup plus éduqué quand on est cuisiniste, ou bien qu'on est cuisinier, ou qu'on est électricien et qu'on sait payer ses factures à la fin du mois et qu'on sait vivre, plutôt que d'aller ouvrir des facultés de toutes sortes de choses qui mettent dans des voies de garage. Absolument. Et qu'aujourd'hui, on doit faire un lien, une passerelle entre ces métiers sous tension. Et quand tu parles du numérique et du digital, mais c'est génial. Moi, je suis tellement heureuse de voir des jeunes comme toi qui sont tournés vers l'avenir. Et plutôt que d'aller vers des études excessivement longues qui n'ont aucun débouché. Mais après, on peut dire, je suis un tel, j'ai un doctorat de ceci, de cela. Le doctorat ne fait pas manger. Hein. Ouais. Donc, mais par contre, nos populations sont dans une situation de décrochage scolaire. Au moment où c'est le numérique qui intéresse nos enfants, eh ben, il faut militer pour qu'on ait des écrans, l'enseignement digital dans les écoles. Et ça doit être notre premier combat, nous, département d'outre-mer. Et c'est seulement nous qui pourrons faire ça, et notamment avec Mouvement Outre-mer et les différents programmes que je mets en place. C'est essentiel que ces fonds européens soient destinés à faire monter le niveau d'éducation. Et je répète, le niveau d'éducation, ce n'est pas l'école des savoirs, c'est l'école des savoir-faire. Il ne faut pas se tromper. Et on ne doit pas se tromper pour nos enfants. Absolument. Ouais, je suis d'accord, totalement. Moi, très souvent, déjà en Guadeloupe,
sur notre territoire Guadeloupe-Martinique, moi j'ai l'impression, ça fait 3 ans et quelques que je suis ici, que je suis revenu, c'est plus facile d'être embauché quand on a un bac+2 ou un bac+3 que quand on a un bac+5. Parce qu'en fait, on est plus dans l'opérationnel en fait, sur nos territoires. Et très souvent, même quand on a un bac+5, quand on revient sur les territoires, on doit se reformer. Parce que quand on quitte les grosses capitales mondiales et qu'on a des boulots dans des grosses boîtes, au final, on n'est pas si compétent que ça. Parce qu'on on fait dans nos métiers, on fait du Excel, on fait du PowerPoint. Voilà, mais en fait, en vrai, ici, quand on arrive ici, eh bien, on nous demande de faire du Excel, du PowerPoint, mais aussi peut-être d'aller ouvrir l'ordinateur, d'avoir toutes sortes de compétences techniques, fonctionnelles, voilà, et ce qu'on n'a pas forcément acquis à l'école. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai eu ça quand je suis revenu ici. Hein. Mais Jude, tu as eu ça parce que tu avais l'impression que le système français qui te disait qu'il fallait faire 5 ans d'études en se disant on est brillant, on est ingénieur, on a fait 5 ans d'études, mais on ne sait rien faire, on n'est pas opérationnel, c'est le bon système. Non. Aujourd'hui, et ça fait un moment, je me souviens du rapport de Nelly Cruz qui avait envoyé. J'avais rencontré le préfet de l'époque, je me souviens, c'était en 2013, j'étais allée voir le préfet de la Guadeloupe en disant voici le document de la Commission européenne qui demande à l'État français d'avoir des formations plus courtes, mais accessibles à nos jeunes. Parce que. Vous voyez le phénomène des cités aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en France, c'est le résultat d'une absence totale d'adéquation entre l'enseignement et les attentes des jeunes. Les gamins qui sont toute la journée sur le téléphone, qui sont sur du numérique, ils n'ont qu'une envie d'aller dans une salle après de voir un mec ou une nana avec une craie sur un blackboard, un tableau. Alors, et c'est ça, c'est l'opérationnel. Aujourd'hui, des études courtes sont... Et ma fille, par exemple, elle est dans le digital. Ouais. Et j'ai dit à ma fille... Ne sois pas avocate comme ta mère ou médecin comme ton père. Je dis, nous avons chacun 12 ans d'études et je ne souhaite à aucun gamin aujourd'hui de faire autant d'années d'études parce que l'avenir, il n'est pas là. L'avenir, il est d'être opérationnel et de pouvoir chercher les skills, ce qu'on appelle vraiment, nous, dans nos systèmes éducatifs européens, les talents. Ouais. Il faut aller chercher chez un gamin ce qu'il aime, ce pourquoi il est fait. Il faut arrêter de faire croire à nos gamins. Moi, j'ai fait un bac scientifique, il fallait tous savoir un bac scientifique et être bon dans tout. Parce qu'on rabaisse nos enfants et on ne leur donne pas suffisamment confiance en eux. Exactement. Bon, bah super. Alors, je te propose maintenant d'aborder un autre thème. Après Femmes de l'ombre, on va aborder Femmes de revendication. Maryse, tu portes de très fortes revendications. Donc, affirmation de la place de la femme, puissance de l'action citoyenne et sûrement d'autres autour de la nutrition, avec ton activité d'agriculteur. On n'a pas encore parlé de Caripsat aussi, donc voilà. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je te l'ai dit en off, j'ai vraiment l'impression que tu as une mission sur Terre, une mission, quelque chose qui te porte. Et j'aurais aimé savoir quel est ton rôle sur Terre. Jude, qu'est-ce qui me porte ? Je suis la fille d'un homme que j'admire énormément, qui est décédé aujourd'hui. Donc mon père s'appelait Charles Copette. Et mon père a quitté l'école à 16 ans. Il a fait tous les petits boulots pour devenir un chef d'entreprise connu, reconnu dans les Antilles. Et il me disait tous les jours... on ne peut pas traverser cette terre sans l'avoir marquée. Donc, on a tous une mission sur Terre. Et j'ai grandi en étant persuadée que de toutes les façons, je devais faire quelque chose et être au service du citoyen. Parce que chez moi, c'était le drive de mon père. C'était un chef d'entreprise qui gagnait très bien sa vie, mais qui était aussi dans le partage. Donc, il était pour accompagner la formation des gens. Il avait des garages, il faisait des centres de formation. Et la musique antillaise aussi, il l'a beaucoup accompagné en subventionnant et en ayant une fondation qui accompagnait l'expansion de la musique antillaise. Je fais partie de cette belle époque de Zouk Machine de Kassab. Cette fierté d'être antillaise. Donc, je suis habitée par le fait que tout est possible. Et je suis d'autant plus la matérialisation du fait que tout est possible que quand on a vu la réussite d'un homme qui avait quitté l'école très tôt et qu'on se rend compte que c'est possible alors qu'on est noir, je peux vous dire qu'on n'a aucune excuse. Et je suis là au contraire pour dire, mais voilà, mon père, sa fierté, c'était de se dire sa fille a fait des études, est devenue avocate, vous imaginez. Oui, ce qu'il n'a pas pu faire. Ce qu'il n'a pas pu faire. Mais en même temps,
je suis une enfant de la République en me disant l'école était gratuite et donc je dois redistribuer les compétences et tout ce que j'ai reçu parce que j'ai été éduquée dans le fait que, eh ben voilà. Et puis mon grand-père avait été fonctionnaire de l'éducation nationale, il a accompagné la départementalisation, les 40%. J'ai été élevée dans une famille de travailleurs. Vous savez, moi, à 11 ans, dès que je sortais de l'école, j'allais à la pharmacie de ma mère, l'aider à étiqueter les médicaments. Mais l'idée d'être utile, c'est vraiment mon drive, c'est ce qui me porte. Et alors, militante pour l'environnement, militante pour l'éducation, d'où le numérique, parce que c'est vrai que j'ai créé une société qui s'appelle Caribsat, qui couvre en Internet par satellite tout le bassin caribéen, donc ça part de Miami jusqu'à l'Amérique du Sud. Ouais, ok, ouais, bah oui. Action de lobbying. Je suis dans une réunion de la Commission européenne, mais alors incroyable. À ce moment-là, je représente un État des pays de l'Est. Et je me rends compte que la Commission européenne dit qu'il faut l'Internet par satellite dans toutes les zones insulaires et dans toutes les zones montagneuses parce que de toutes les façons, il sera impossible de fibrer l'Europe entière. Ouais. Et là, je me rends compte que je suis la seule personne de couleur et qu'il n'y a pas... Et là, je lève le doigt, je dis, mais et les départements d'outre-mer? Et là, la Commission et les opérateurs disent, mais personne ne nous a rien demandé. Parce que quand vous lancez un satellite, vous le lancez pour 15 ans. Donc, vous mettez 15 ans de retard si vous ne faites pas quelque chose. Donc là, branle-bas de combat, je demande à la Commission de bloquer le sujet, je vais voir les opérateurs satellitaires, je viens en Guadeloupe. Et là, je découvre une Guadeloupe où nous, on fait toutes nos négos en anglais. On travaille avec la Commission et les gens ne savaient pas. Donc, j'ai trouvé un partenaire, mais qui m'a dit, vous devez rester, sinon nous, on n'est pas capables. Et c'est vrai, ils n'auraient pas été capables. Parce que, action de lobbying. Et j'ai travaillé avec la direction générale de la connectivité, mais avec toujours cette mission que les exclus du numérique sont les analphabètes de demain. Il faut retenir cette phrase. Les exclus du numérique sont les analphabètes de demain. Et je me suis rendu compte que rien n'était fait pour qu'il y ait une couverture numérique dans les départements d'outre-mer suffisante. Mais c'est un moyen, finalement, d'avoir des acteurs qui ont toujours bouffé le gâteau des subventions, des aides d'État, des grandes entreprises françaises qui sont sur nos territoires et qui ne répondent pas à l'objectif de couverture des territoires. Et ces informations-là ne remontent pas, ni en France, ni à Bruxelles. Donc, je suis aussi allée à Bercy demander au ministre, à l'époque c'était Moscovici, d'avoir le programme des écoles connectées pour tous les départements d'outre-mer. Et donc, à travers ce projet de Caribsat, donc de couverture d'Internet par satellite de tous les départements d'outre-mer, et vous savez, la Guyane, par exemple. La Guyane, on lance les satellites de Guyane. Il n'y a pas d'Internet en Guyane. Et aujourd'hui, si les collectivités de Guyane, si les gendarmeries, si les hôpitaux ont Internet, c'est grâce à moi. C'est parce que Marie Scopette, un jour, elle s'est levée à la commission. Elle a fait son travail de lobbyiste alors qu'elle n'était mandatée par personne, mais était motivée par les intérêts de ses citoyens et de ses concitoyens, et d'aller dire à la commission, stop, on bloque tout. Et là, d'Orange, de me dire, mais ça coûte trop cher. Si on demande... Je lui dis, mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que partout en Europe, les gros opérateurs, ils fournissent aussi du satellite. Je dis, mais ça coûterait trop cher, c'est 200 millions d'euros. Oui, c'est vrai, ça coûterait cher. Mais vous savez, moi, quand je suis allée négocier, que j'ai mis en concurrence les opérateurs, j'ai trouvé, il fallait négocier, j'ai obtenu une couverture satellitaire. C'est fou, ça. Et c'est triste. Non, Jude, c'est pas fou, c'est triste. C'est triste parce que vous vous dites que sur des sujets aussi importants que l'éducation, que le numérique, il n'y a personne. Sauf que, vous savez, moi, j'ai compris que c'était vraiment essentiel pour nos concitoyens. Quand j'ai des parents, des pères de famille qui venaient me dire « Vous avez sauvé ma vie parce que moi, je suis divorcée, mes enfants ne voulaient plus venir chez moi le week-end parce que j'habite dans les grands fonds. » Non, mais ne rigolez pas, ne rigole pas, parce que c'est ça. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas travailler quand ils sont dans les zones blanches. Vrai, le satellite s'adresse aux zones blanches du territoire. Or, il y a énormément de zones blanches en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais clairement. S'il y a Internet dans une partie du Venezuela, c'est grâce à moi. Je travaille avec le Suriname, le Panama, tous ces territoires-là, Haïti. C'est génial. Et puis moi, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que en fait, tu connaissais pas du tout le satellite avant de te lancer là-dedans. Enfin, Ah non, pas du tout. Ben non. Et t'as pas eu peur, tu t'as pas eu peur, tu t'es lancé et puis tu t'es servi en fait de là où tu étais, de la situation. Donc tu étais opportuniste et tu as découvert un monde que tu ne connaissais pas. Donc, déjà le monde de l'entrepreneuriat peut-être déjà. Et puis ensuite, tu t'es lancé quoi. T'as créé la boîte et puis t'avais une mission et tu l'as fait quoi. L'intérêt supérieur de mon peuple, je dirais presque. Mais c'est vrai, parce que quand on se dit que
nos enfants, parce que moi je suis mère de famille, Ouais. et je me dis, mais si je laisse faire, parce que pour moi c'est un crime d'exclure comme ça une si grande partie de la population du numérique. Donc je suis allée voir les politiques, je suis allée voir le maire du Gosier, je suis allée voir le maire de Petit-Bourg, je suis allée voir le maire des Abîmes, de façon à ce qu'ils achètent le matériel pour leurs administrés, parce que c'est pour les administrés. Et c'est là qu'on fait le lien avec les politiques, pour des politiques qui veulent faire avancer leur territoire, en disant, vous avez identifié tant de gens chez vous qui n'ont pas Internet. On a travaillé en collaboration et j'ai suivi le modèle de la Commission européenne. Mais je me dis que quand on veut, on peut, comme mon père qui a quitté l'école à 16 ans et qui a abordé plein de choses. Ouais. Alors du coup, bon, comment tu fais pour... C'était ma zone de confort. Mais grave, mais là c'est fou. Ah ouais, là c'est inconfortable à souhait là. Hein. C'est donc enfin inconfortable. C'est pas inconfortable, mais en tout cas oui, tu quittes cette zone de confort et surtout au-delà de quitter cette zone de confort, tu n'as pas peur de te lancer. Tu y vas, tu vois l'opportunité et puis bah tu réfléchis pas quoi. Tu fonces et moi c'est ça que je trouve assez extraordinaire chez toi. Bah écoute, c'est gentil, mais ça rebat le client. J'avais un client russe qui me disait à l'Assemblée nationale, on m'a recommandé de travailler avec vous. Il me dit donnez-moi une raison, parce qu'il se retrouve. Atom Energoprom, c'est une grosse boîte de nucléaire à Moscou. Et puis on lui dit faut travailler avec Maître Marie Scopette. Et il se retrouve face à ce petit bout de femme noire. Et il me dit mais donnez-moi une raison. Je lui dis vous savez, quand vous êtes une femme et que vous êtes noire et qu'on vous cite, c'est que vous êtes 10 fois plus fort que les autres. C'est vrai. Et c'est pas par prétention que je dis ça, mais ce que nous devons surmonter, étant femme et noire, fait de nous... Moi, je dis, je suis insubmersible. J'ai connu le cyclone Hugo, j'ai connu les tremblements de terre, et je viens d'un monde où... Et c'est pour le pouvoir de l'éducation et la force que nous donnent nos parents et la confiance en soi, ce que je transmets, et j'essaie toujours de transmettre aux plus jeunes et aux jeunes parents, c'est ça. La plus grande force que vous pouvez donner à vos enfants, la confiance en soi, c'est clair. La confiance en soi. Aucune étude ne va vous donner ça. Pour avoir 20 ans d'études, si vous n'avez pas un minimum de confiance en vous, vous n'irez nulle part. Clairement. Mon père disait toujours, des CV de polytechnicien, de HEC, j'en ai plein les bureaux. Un bon vendeur, un bon commercial, un mec qui sait bosser, c'est pas ça. La confiance en soi. Super. Super. Et puis alors, attends, Jude, je me permets de rajouter une chose. Je dis toujours, dans notre ADN, nous sommes les champions du monde. On a survécu, traversé de l'Afrique, arrivé en bateau ici. Qui survivait? Les plus forts. Ensuite, il fallait surmonter l'esclavage. Qui survivait? Les plus forts. Donc, il faut se rappeler une chose. Nous sommes le résultat génétique de combats qui font que nous sommes issus d'une sélection naturelle qui fait de nous des personnes très résilientes, très puissantes. Et si on s'y met tous ensemble sur les différents sujets, mais on sera les champions du monde. Je vous dis que chaque fois que vous voyez un noir quelque part, il suffit qu'il y reste un peu, il est très bon. Je ne parle pas des politiques, hein, je parle de gens qui... Et ça, c'est génial parce qu'on parle beaucoup d'héritage... l'esclavage et la souffrance se transmet par l'héritage, apparemment ça a assez prouvé tout ça, donc voilà. Mais il y a aussi cette résilience qui se transmet aussi en fait et qu'on n'en a pas forcément conscience. Et tu as raison totalement dans ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec ça. Et il faut en prendre conscience. Il faut faire de nos souffrances nos meilleures armes. C'est ça, exact. C'est là. Et moi, je dis, je ne vais pas m'apitoyer. Hein. Je ne serai pas une victime. Je serai peut-être une martyre, mais je ne serai pas une victime. Et chaque Antillais, s'il tourne ce prisme et qu'il change ce prisme, c'est ça. On a absolument, tout à fait d'accord. Partout dans le monde, notre diaspora est immense. Exactement. Quand je vais à New York, quand je vais partout, quand je vais en Angleterre, je rencontre des Antillais qui ont réussi. Et on est modeste, généralement. Ça reste des personnages de l'ombre, parce que quand on revient chez nous, eh ben, on a... voilà, il n'y a pas cette émulation et cette tournure parce que ces territoires se vident de leur population. Et c'est voulu. Ouais. C'est voulu, effectivement, c'est voulu. Ça me fait penser en fait au reportage que vient de sortir Cédric Hicham. Je sais pas si t'as peut-être pas vu ça. Cédric Hicham, c'est un réalisateur et photographe guadeloupéen. Photographe, pas réalisateur, mais bon. Et il a sorti un reportage ça s'appelle Là-bas la vie. Et c'est pas mal parce que voilà. Et c'est pas mal parce qu'il interroge justement. Moi, j'ai pas fini de le regarder. C'est une série de reportages. Donc c'est une série
il interroge en fait cette notion de là-bas, mais il interroge des populations en Guadeloupe, à Paris, et voilà, ce là-bas. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce là-bas, tu vois? Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et effectivement, dans ce reportage, il met en lumière le fait que c'est organisé, en fait. Le fait de vider comme ça ces territoires pour empêcher les populations locales d'exister, de prendre leur destin en main. Mais je dirais qu'en tant qu'avocate, j'ai été confrontée à ça de façon judiciaire. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que... Et quand tu parles de quitter sa zone de confort, c'est vrai que j'ai oublié de citer un événement. En 2013, je me dis, mais je vais passer un an ici. Mm-hmm. Et je vais passer un an ici avec ma fille. J'avais la gendarmerie tous les mois chez moi, me demandant de retourner vivre en Belgique. J'écris à Madame Taubira, j'écris à la Commission européenne. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un pays de non-droit ici? J'ai passé plus de temps en gendarmerie comme un bandit de grand chemin. Mais pourquoi ils venaient te voir? Parce qu'ils considéraient que je n'avais pas à rester ici. Donc, j'en suis même arrivée avec une interdiction que ma fille vienne ici. Tellement ils étaient persuadés que je n'allais pas rester ici. Mais j'ai même fait modifier, je suis interdite. Des gendarmes français venaient chez toi? Des gendarmes français venaient chez moi, des gendarmes français. Mais je dis, là, j'ai compris qu'on avait 400 000 personnes en danger de mort quand je suis arrivée ici. Tout simplement parce que moi, quand je divorçais, j'avais une décision qui m'autorisait à venir vivre ici avec ma fille. Et puis j'avais une décision disant... tellement brillante en procédure européenne, elle va de toutes les façons revenir le temps d'apporter le développement européen et de mettre au service de son territoire son expertise européenne. Et j'ai eu le procureur de la République, Guy Etienne, dans son bureau, où le mec, il est mort. Hein. Je pense que j'ai un bon karma, hein, ceux qui ne sont pas très sympas avec moi. Et c'est ça. Et vous arrivez, je ne vais pas rentrer dans du détail de procédure, vous avez une convention de Bruxelles 10 qui dit que quand un citoyen est français, ma fille est française, je suis française, tout le monde est français, il était interdit de ma fille venir vivre ici. On l'a obligé à aller retourner vivre en Belgique. La Belgique dit, mais on ne comprend pas, ce sont des Français qui vivent en France, on n'est pas compétents pour avoir. Et là, c'est la situation ubuesque de droit international que j'ai portée devant les institutions européennes. D'ailleurs, quand la Convention de Bruxelles 2 bis, qui va régir les relations familiales internationales, a été réadoptée, on a modifié cette convention, j'ai porté cet exemple. D'accord. Et pour vous dire que vous avez un État qui considère que nous sommes des apatrides, parce que juridiquement, c'est un terme. Vous êtes un apatride quand un État ne veut pas se saisir de votre dossier et considère, alors que toutes les conventions internationales et tout fait que... Et puis, c'était sans aucune justification. Moi, j'ai des témoins qui n'en revenaient pas. Moi, je veux dire que l'affaire Zecler a mis en lumière ce que beaucoup de nous subissent, mais il n'y a pas de caméra. Et ce jour-là, j'aurais dû avoir des caméras. L'affaire Zecler, c'est quoi? Michel Zecler qui s'est fait tabasser chez lui quand il rentrait, les policiers qui sont rentrés à Paris et qui l'ont tabassé. Ah oui, d'accord, ok. Moi, j'avais pas de caméra. Mais là, ça a mis en lumière ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Parce que quand je lis certaines décisions judiciaires, je suis effarée. Je considère que nous sommes des apatrides. D'où l'intérêt d'utiliser le droit européen, d'être présent sur les discussions européennes pour exister. C'est clair. Mais du coup, tu sais, tout à l'heure, tu as dit un truc qui se rapporte à la question que je vais te poser après. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que avec le parcours, le mindset que tu as, est-ce que tu penses que tu pourrais trouver ta place en Guadeloupe? Je suis citoyen du monde, hein, donc je dirais que moi, mon activité essentielle est à Bruxelles. Mon métier, je l'exerce à Bruxelles. Par contre, ma place en Guadeloupe a pour objectif premier de rassembler les acteurs et de les placer à Bruxelles. Il faut prendre le train. Si on ne prend pas le train maintenant, on sera nulle part. Parce que cette absence d'existence et de représentativité des intérêts des citoyens ultramarins ne peut pas perdurer indéfiniment. Le système est organisé pour qu'il perdure. Quand on voit que les collectivités ont délégué leur pouvoir de représentativité auprès de l'Union européenne à un lobby colonial, c'est effarant. Et c'est comme ça qu'on a eu la chlordécone. La chlordécone n'est que le résultat d'un lobby qui veut faire de l'argent sur une population et qui dit, voyez, par exemple, la problématique de l'énergie.
On parle du lobbying citoyen. Est-ce que vous imaginez que nous sommes les seuls? Vous allez à Gardel, c'est avec du bois importé qu'on fait l'électricité. Et pour faire fonctionner les turbines, on prend l'eau des agriculteurs. Donc les agriculteurs n'ont pas de production, n'ont pas de revenus parce qu'on a envoyé de l'eau dans des turbines d'un industriel alors qu'on peut produire l'électricité avec simplement de l'éolien, du solaire et que tout simplement la centrale de Jarry suffit. Mais vous avez un lobby qui a intérêt à faire fonctionner des bateaux qui vont transporter du bois ici. Cette entrée de matière de biomasse va générer des taxes et des revenus pour la collectivité, pour la région. Et les gens, pour entretenir une foule d'employés des collectivités, voilà. Et là, la boucle, il faut arrêter de la boucler comme ça, vous voyez. Ouais. Exactement. Non, mais là où je voulais en venir, c'est surtout que tu sais, voilà, on est sur une île. Donc, on est sur une île et que quand on reste sur une île, moi, ça fait par exemple 2 ans que j'ai pas pu voyager. Ça fait beaucoup. En Guadeloupe, en plus, voilà. Et clairement, tu sens quand t'arrives pas, quand tu peux plus voyager. Alors, à fortiori quand tu es en Guadeloupe, en plus, on est entouré d'eau. Et en fait, il faut que tu puisses libérer ton esprit. Mais même pour la créativité, d'ailleurs. Hein. Si tu veux être créatif, si tu veux entreprendre et garder ce dynamisme que tu as, tu dois pouvoir sortir du territoire. Au moins pour t'inspirer, voilà, tu vois. Et toi, avec ton activité, donc aujourd'hui, bon, avec le Covid, tu passes quelques temps en Guadeloupe, mais ton activité, elle est à Bruxelles. Voilà, donc j'imagine qu'une fois que tout ça sera terminé, tu retourneras. Tu vois. Mais je me demandais, en fait, si... Tu vois, j'ai vraiment l'impression que des fois, en fait, on peut pas... Enfin, arriver à faire autant de choses, à garder ce dynamisme qui te permet d'entreprendre constamment, de saisir la bonne opportunité, de voir même l'opportunité, j'ai l'impression qu'il ne faut pas rester qu'en Guadeloupe pour ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est propre à tous les territoires. À tous les territoires. Pense que, voilà. Mais alors, derrière chaque obstacle se cache une opportunité. Ça, c'est ma ligne de conduite. Tout à fait. Et le Covid est arrivé et je me suis dit, bon, Maryse, tu vas développer ton projet agricole. Ouais. Donc, j'ai une ferme, je suis agricultrice, donc en activité secondaire. Donc, je fais de l'agriculture, je suis certifiée bio. Ouais. Donc, quand le Covid est arrivé, je me suis dit que je serais en autre... Non, j'avais déjà ma ferme et j'ai vraiment travaillé à développer l'agriculture, à développer aussi et à voir quels étaient les freins qu'avaient les agriculteurs. Pourquoi on n'avait pas cette autonomie alimentaire et aller plus loin. Donc, avec Mouvement Outre-mer, j'ai rencontré les agriculteurs et je n'ai pas perdu de temps. Et au contraire, aujourd'hui, on est en pleine négociation de la politique de la PAC, la politique agricole commune de la Commission européenne, et avec une stratégie claire de la Commission, accompagner la petite agriculture et favoriser ce qu'on appelle la théorie de la ferme à la table, la stratégie de la ferme à la table. Produire localement, consommer localement. Et donc, le temps que je passais ici, je l'ai mis à profit pour accompagner les agriculteurs, les entreprises et regrouper les socioprofessionnels autour de Mouvement Outre-mer. Mais je crois que chaque période de ma vie m'apporte des challenges, me demande de sortir de ma zone de confort. Ouais. Et voilà, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, clairement. Mais évidemment que voilà, mon cœur de métier est à Bruxelles. Ouais. Mais là, ça m'a permis d'apporter des choses à la Guadeloupe à ce niveau-là. Non, c'est génial. Alors, pour finir, Maryse, j'aurais aimé savoir si tu as un mentor, tu nous as parlé de ton père. Je ne sais pas si ton père peut être ton mentor, je ne sais pas, ça dépend du rapport que tu as avec lui. Mais est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a porté, qui t'a inspiré ou qui t'a encouragé? Voilà. Alors, je tiens à préciser, en dehors de Maryse Condé, parce que tu as répondu cette question à une autre interview. Eh bien, écoute, Jude, c'est vrai que mon père, c'est celui qui a fait de moi, ce qui m'a donné ce caractère et cette ambition et cette volonté. Mais j'ai été excessivement encouragée, que ce soit à Londres ou que ce soit à Bruxelles. Parce que quand on veut faire des choses, il ne faut absolument pas se mettre comme frein, je suis noire. Vous savez, toutes ces espèces de complexes que l'on voit et dont on est beaucoup plus victime en France qu'ailleurs. Ouais. Et j'ai été très encouragée. Je peux citer par exemple à Bruxelles Alain Jaffré, que je pourrais effectivement citer comme étant mon mentor.
et avec qui, ou bien Jean-Michel Chassériau, enfin des têtes du lobbying bruxellois qui m'ont dit et qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de me sentir d'égal à égal autour de la table des négociations et sur des grands sujets européens. Voilà. Et j'ai été très fortement encouragée, que ce soit à Londres ou à Bruxelles, avec les gens avec qui je travaillais. Super. Ok, très bien, parfait. Parfait. Et enfin, est-ce que tu as des livres, des films ou des lieux que tu pourrais citer qui t'inspirent? Des lieux, je pense que Londres a profondément ouais. métamorphosé ma façon de voir les choses. Comment j'ai décidé de créer un cabinet d'avocat? C'est en allant travailler à Londres, je travaillais dans un cabinet et je me suis dit, mais je travaillais pour un énorme cabinet qui facturait des millions d'euros. C'est qu'on avait que des... On avait Lara Croft, Tom Ryder. J'ai fait partie de ceux qui rédigeaient les premiers contrats d'Internet avec les plus grosses boîtes. Donc, je travaillais avec Coca-Cola. J'avais vraiment des dossiers extraordinaires. Et puis, je me suis rendu compte que tout est possible en fait à Londres. On peut devenir entrepreneur. Et voilà. Donc, la place pour moi qui est énergisante, qui me donne envie d'entreprendre chaque fois que j'y retourne, c'est Londres. Okay. Ça, c'est important. Au niveau des lectures, je suis une espèce de... J'absorbe, donc je lis énormément, enfin du moins je lisais énormément parce que j'en ai un peu moins de temps maintenant. Et je dis que lire, c'est cette forme d'évasion. Mais il y a un livre qu'il faut absolument lire et il ne faut pas passer à côté, c'est Sapiens. Sapiens, ouais. Ça, je recommande à tous nos auditeurs de lire Sapiens. Parce que Sapiens, ça nous apprend, ça nous resitue et ça nous met dans le moment présent. Ça nous permet d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, ok. Et quand je dis souvent la légalité n'est pas une question de justice, c'est une question de pouvoir. Ouais. Et quand on a nos sociétés qui sont en attente de justice et qu'on se rend compte que la justice, ça n'existe pas. Le pouvoir, on le prend et on exige d'avoir des règles qui sont applicables à nous. Et c'est important pour nous, nos populations, de le comprendre. C'est important pour nous de comprendre Sapiens. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Et elle est expliquée de façon très simple. Le livre est très gros. Ouais, c'est un gros bouquin. De prendre quelques pages. Il faut se dire, j'ai un livre distrayant et puis j'ai Sapiens à côté. Mais aller jusqu'au bout, c'est vraiment une vraie leçon de vie. Ok, super. Parfait. Je mettrai la petite photo et la petite... reco dans les commentaires. Super, parfait. Écoute, je pense qu'on arrive maintenant à la fin de l'interview, Maryse. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec moi et avec tous les auditeurs de Hors-Zone. C'était hyper inspirant. Et est-ce que tu as encore à rajouter Et c'est moi qui te remercie, mais je suis tellement contente chaque fois que je peux partager, donner envie aux gens de faire. Ça se sent. Hein. Oui, et vous savez, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, et j'invite au contraire les gens à me contacter. Parce que c'est ça aussi l'échange, et d'apporter des choses aux plus jeunes. Et c'est cette notion de partage, de se sentir... on sent qu'on appartient à une forme d'humanité, comme ça, quand on exactement. échange. C'est important. Exactement. Voilà. Et justement, où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter sur mon mail administratif@marysecoppet.com. Ok, d'accord, très bien, super, parfait. Et j'aime donner des conseils et j'aime donner envie il faut pouvoir passer le pas, franchir le pas. Et n'ayez pas peur, on y va tous ensemble, Absolument. On va faire peuple. C'est ça, exactement. Génial. Bon, super. Merci beaucoup, Maryse. Merci également à tous les auditeurs. Donc, Hors-Zone est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, encore. Il est sur YouTube depuis pas longtemps également. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mettez des commentaires quand vous le pouvez. Mettez des étoiles également sur Apple. Vous pouvez également commenter sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est ce qui fait vraiment grossir le podcast. Et puis comme ça, le podcast pourra encore prendre plus d'ampleur. Donc merci à tous. Merci Maryse. Et à bientôt.